Bonjour France. Bonjour Jean-Daniel. Bienvenue sur Studio Lacan. Nous vous présentons aujourd'hui deux rubriques qui puisent dans l'histoire récente et ou plus ancienne pour éclairer les mouvements de fond de nos sociétés dites démocratiques. Le malaise s'y loge et comme tel intéresse la psychanalyse. Dans le cadre du Divan dans le monde, nous débattrons avec deux spécialistes de la civilisation américaine. Puis, l'actualité éditoriale nous permettra de rencontrer François Delplat, historien. Allons-y pour Divan dans le monde. Alors, ce divan dans le monde est consacré à la question de l'avortement aux États-Unis, un droit chèrement acquis pour les femmes en 1973 avec l'arrêt Roe vs. Wade. C'est un arrêt que la Cour suprême américaine s'apprête à revoir, à remettre en cause, si on en croit une récente fuite dans la presse. En effet, le 3 mai dernier, le site Politico publiait une ébauche d'avis signée de la main de Samuel Alito, qui est l'un des 9 juges de la Cour suprême américaine. Et celui-ci y démonte l'arrêt de 1973 dont il critique le raisonnement juridique et qu'il rend responsable de divisions profondes dans la société américaine. Alors, par-delà la menace évidente qui pèse actuellement sur le droit des femmes aux États-Unis, la question se pose des raisons de cette extrême politisation du débat autour de Roe vs. Wade et de ce que cette politisation révèle des États-Unis aujourd'hui. Quels sont les droits qui sont menacés si on détricote Roe aujourd'hui? Et plus largement, comment se porte la démocratie américaine. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux spécialistes de ces questions pour en discuter avec nous, Hélène Canquin et Michael Stambolis. Alors, Hélène, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation des États-Unis à l'Université de Lille et vous avez d'ailleurs consacré votre thèse à Roe vs. Wade et depuis, vous avez travaillé notamment sur le féminisme et les droits des femmes et le droit de vote des femmes. C'est d'ailleurs le thème de votre dernier ouvrage publié cette année chez Atland. Et il y a 2 ans, vous avez publié chez Routledge, donc l'éditeur britannique, Men in the American Women's Movement, qui met justement en valeur le rôle des hommes dans le mouvement pour le droit de vote des femmes. Et Michael, donc vous êtes sociologue, maître de conférences en études américaines et vous êtes également co-responsable du master sur les études de genre à l'université Bordeaux-Montaigne. Et dans votre recherche, vous avez un champ de recherche extrêmement précis puisque vous vous intéressez au rôle des experts et des expertes qui sont impliqués justement dans des débats politiques controversés comme celui de l'avortement et celui du mariage pour tous. Et votre premier livre, By the Power Vested in Me, Experts Debate Same-Sex Marriage, est en cours de publication à Columbia University Press. Alors, Hélène Canquin et Michael Stambolis, pourriez-vous rapidement revenir sur l'histoire de Roe, pour le faire court, et du droit à l'avortement aux États-Unis? Un droit qui, et c'est justement toute la question, comme vient de le dire France, repose sur un arrêt de la Cour suprême sans jamais être passé par le Congrès américain. Je vais peut-être commencer par l'histoire du droit de vote, du droit à l'avortement, pardon. Je mélange les droits. Le droit à l'avortement aux États-Unis, qui est une longue histoire, qui remonte bien avant cet arrêt de la Cour suprême de 1973. Juste pour résumer rapidement, je pense qu'on pourra y revenir quand on va probablement analyser un peu plus près les arguments de Samuel Alito, mais la criminalisation du droit de l'avortement aux États-Unis, elle date du 19e siècle, qui est en fait le siècle où un premier débat
sur l'avortement apparaît aux États-Unis, sous la pression notamment de la profession médicale, qui incite et pousse à faire adopter des lois très restrictives, comme par exemple la loi du Texas, qui fait l'objet de la décision et de l'arrêt Roe v. Wade en 1973. Donc ces lois sont très restrictives, elles criminalisent l'avortement pour généralement le médecin, mais parfois aussi pour les femmes qui ont recours à l'avortement. Ces lois très restrictives qui sont adoptées dans la seconde moitié, on va dire, du 19e siècle, ont été notamment remises en cause progressivement, mais plus précisément après la Seconde Guerre mondiale, sous la pression de ces mêmes médecins et des professions aussi légales, donc les avocats également, plus d'autres groupes comme le planning familial également, pour en fait acter le constat qui est que les lois qui restreignent le droit à l'avortement n'empêchent bien évidemment pas l'avortement, mais rendent en fait l'avortement dangereux. C'est ça, dangereux pour les femmes. Dangereux pour les femmes, puisqu'on sait bien évidemment que ces lois pour des raisons évidentes d'ailleurs, ne contribuent pas à une baisse des taux d'avortement, bien évidemment, mais en revanche sont extrêmement dangereux. Donc c'est l'un de ces constats qui a poussé de nombreux groupes différents à œuvrer et à demander une libéralisation de ces lois, ce qui aboutit en fait à partir des années 50, 60, puis début des années 70, à cet arrêt Roe vs. Wade en 1973. Je peux te laisser la parole, peut-être. Oui, je pense qu'il est important de rappeler aussi un petit peu le contexte institutionnel aux États-Unis, puisqu'il est très différent de celui en France. Chaque État établit ses lois sur un certain nombre de domaines, dont le droit pénal, donc en ce qui concerne l'avortement. Donc le contexte national avant l'arrêt de 73 était une variabilité assez importante, avec certains États qui permettaient l'avortement dans certaines conditions et d'autres pas du tout. Et l'arrêt de 73 uniformise cette situation en rappelant que les États n'ont pas le droit d'interdire l'avortement. Donc c'est pas une permission, une autorisation de l'avortement, mais bien une obligation des États de ne pas l'interdire, si vous voulez. C'est ça, c'est la particularité, voilà. C'est la particularité qui est très importante. Et qui établit un système en 73 pour dire à quel moment de la grossesse on a le droit de l'interdire ou pas, et qui met en place un système de trimestre lié à la notion de viabilité qui était la notion médicale, enfin la définition médicale de la viabilité de l'époque de 73. Lors du premier trimestre, il n'était pas possible selon l'appréciation des médecins, d'interdire l'avortement. Après, deuxième trimestre et troisième trimestre, progressivement, les États avaient le droit, progressivement dans le temps de la grossesse, de mettre en place des restrictions. Et donc, il y avait encore une variabilité aussi dans certains États. Il y avait une interprétation, donc, au niveau local. On pouvait dire, dans le Texas, on pouvait dire, à partir de la 20e semaine, c'est interdit. Alors, c'était pas 20e, puisque c'était plutôt après les 24e semaines, puisqu'il y a eu des arrêts depuis Roe versus Wade qui ont réduit ce cadrage de manière à permettre davantage de restrictions. Ça, c'est 92 et Casey. C'est Planned Parenthood versus Casey en 92. Et c'est aussi un arrêt qui change l'appréciation juridique du droit de quel regard va avoir la Cour suprême sur les lois qui interdisent l'avortement. Et il y a une baisse du degré d'importance du regard, c'est-à-dire qu'on va être l'appréciation de la Cour va être moins importante, on va laisser davantage de liberté, c'est-à-dire que alors qu'avant il fallait que les interdictions correspondent à des raisons impérieuses, avec une justification importante, après 92, les États avaient besoin de fournir une justification logique
Et une justification logique n'est pas la même chose qu'une justification qui répond à des critères plus importants. Donc ça permettait aux États... ce serait quoi une justification logique, par exemple? Logique, ce serait de dire, on considère qu'avant d'avorter, il faut un délai de 24 heures ou de 48 heures. Et que non seulement il faut un délai, il faudrait subir une échographie transvaginale, pas seulement une échographie de l'extérieur, et obliger la mère à regarder, enfin la femme qui porte l'enfant, à regarder l'image. Donc ça, et si c'est justifié, ne serait-ce que d'une manière logique, on voudrait que cette personne se rende compte de ce qu'elle fait parce qu'on considère que c'est dans l'intérêt de l'État, et l'État, d'après la Cour suprême depuis 1992, peut le faire. Il y avait un paradoxe avec ce délai tardif, finalement, de la possibilité de l'interruption volontaire de grossesse par rapport à ce qu'on connaît en Europe, en tout cas en France. Tout à fait. C'est le double de ce qui se pratique, s'il se pratiquait en France. Mais ce n'est pas le seul paradoxe, puisque finalement, pour la contraception, on peut voir aussi qu'avec les contraceptions tardives, les lois peuvent interpréter que c'est déjà le début d'une grossesse et que donc ça peut être interdit par les États, c'est ce que vous sembliez dire. Alors ce qui se passe, c'est que les législateurs et législatrices ont beaucoup de liberté sur la rédaction des lois. Donc on peut inclure des choses dans la loi, alors soit dans le texte qui explique bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi on peut établir des définitions. Donc si on s'intéresse au Mississippi ou à l'Alabama, au Texas ou en Floride, tout dépend des États bien sûr, mais on retrouve un langage qui revient régulièrement là depuis une quinzaine d'années dans les cas qui sont en procès devant la Cour suprême qui a résulté à la fuite dont on discute depuis un certain temps là. Au préalable, en prétexte de ces lois, les législateurs et législatrices ont décidé de définir ce que c'est que la vie. Bon, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des philosophes, enfin ça dépend, peut-être ils ont des métiers en dehors d'être des élus, bien entendu, mais qui disent la vie commence à la fécondation. Alors, si c'est à la fécondation, c'est même avant l'implantation. Et dès lors qu'on considère qu'il s'agit de la vie humaine, toutes les lois qui consistent à répondre à des questions de vie humaine, donc le meurtre, etc., ça devient un crime. Donc, ils essaient d'insérer une définition de la vie dans le texte de la loi. Ce qui permet de dire donc que la contraception tardive, le plan B, par exemple, la pilule du lendemain, on dit plan B en anglais. Plan A, c'est la contraception d'avant, plan B, on n'a pas prévu. Eh bien, s'il y a une fécondation, ça voudrait dire concrètement qu'il s'agit d'un avortement. C'est ça. D'accord. Alors moi, j'aurais une question à vous poser, justement, pour revenir sur ce document préparatoire du juge Alito, qui a fait grand bruit, donc. Alors, on va pas, il fait 90 pages, donc tout ça, et on va pas... J'ai prélevé un moment, donc, dans son argumentation, et j'aurais voulu vous le soumettre. Il dit à un moment donné, le droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la nation. Alors ça, c'est quand même une phrase qui pose question, on va dire, pour l'observateur européen qui se dit, quand même, ça fait 50 ans déjà, donc l'histoire, je ne sais pas très bien quand ça commence, mais qu'est-ce que vous pensez de cette phrase et comment est-ce que vous... Et à quoi se réfère-t-il, justement, la question, vous parliez d'histoire, Hélène, alors comment vous réagissez à l'histoire des traditions de la nation? J'ai lu je me suis imposé cette lecture, grâce à vous, et je dois dire que c'est un document assez... fascinant en fait qui est préparé de longue date de toute façon Alito, je pense que les juges de la Cour suprême, certains juges de la Cour suprême attendent, préparent, donc en fait l'argumentation c'est notamment est-ce que puisque le droit à l'avortement n'existe pas dans la Constitution, et pour cause, est-ce qu'on peut, en prenant le contexte de rédaction, par exemple, de la Constitution, donc fin 1787, est-ce que ce droit est peut-être implicite ? Est-ce qu'il existait à cette époque? Donc la réponse est non, puisqu'il n'est pas construit en termes de droit, bien évidemment, mais en revanche, ce que l'on sait très clairement, c'est que l'avortement était, on va dire, autorisé, ou en tous les cas, n'était pas criminalisé jusqu'au moment, notamment, où la femme sentait, en fait, des mouvements, donc, pour des raisons assez simples, qui étaient que c'était aussi ce qui déterminait, qui confirmait que la femme était enceinte, dans beaucoup de cas. Donc évidemment, il utilise notamment cet argument, mais il utilise aussi des arguments
qui... Enfin, on en parlait tout à l'heure, qui sont assez intéressants parce qu'ils se réfèrent à des écrits, notamment du XIIIe siècle, du XVIIIe siècle, pour montrer justement que l'avortement a toujours été criminalisé, ou en tous les cas a toujours été associé à un acte criminel et non légitime. Donc il utilise cet argument. C'est comme ça qu'il convoque l'histoire. C'est comme ça qu'il convoque l'histoire. Il la convoque aussi tout au long celle du XIXe siècle, je pense qu'on y reviendra, mais effectivement l'un des amendements le plus important qui est utilisé pour justifier le droit à l'avortement aux États-Unis aujourd'hui, c'est le 14e amendement, qui a été ratifié en 1868, et qui, de la même façon, il dit, mais au moment où cet amendement à la Constitution, donc qui fait partie de la Constitution, quand cet amendement à la Constitution a été ratifié, le droit à l'avortement, bien évidemment, était restreint, puisqu'il fait référence à toutes ces lois restrictives dont j'ai parlé tout au début. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a, ce qu'il suggère, enfin ce qu'il écrit, c'est que le droit à l'avortement est un droit qui a été construit presque de toutes pièces, qui ne fait pas partie de cette longue histoire des États-Unis, et qui n'est donc pas, je pense, légitime. En tous les cas, c'est probablement ce qu'il entend par cette phrase assez... intéressante, je pense, parce que on en parlera probablement tout à l'heure, mais elle ouvre la voie à beaucoup d'autres restrictions sur beaucoup d'autres droits, parce que la construction des droits, elle est historique, donc si on se réfère à ce qui était autorisé au XVIIIe siècle, on va pas avoir beaucoup de droits. Vous avez posé toute la question de l'interprétation du droit, et notamment la question du right to privacy. Qu'est-ce que donc qui est un peu difficile à traduire d'ailleurs en français. C'est compliqué à traduire, et puis compliqué à voir, puisqu'il n'est pas écrit noir sur blanc dans la Constitution qu'on aurait droit. Alors là, il y a droit à l'intimité, droit à la vie privée, droit à la vie personnelle, individuelle. On lit ça à travers les notions, les mots qu'on retrouve comme liberté, droit à la propriété. Et je pense qu'il est important de rappeler que la Cour suprême est une institution hautement politique, même si elle aimerait bien, les juges aimeraient bien nous faire croire qu'il s'agit de lire un texte comme des sages et faire de l'interprétation totalement neutre. Et le recours à l'histoire comme justification est tout à fait remarquable, puisque ça semble être tout à fait logique. C'est-à-dire que qui veut s'opposer à l'histoire, c'est quelque chose qui existe, on peut chercher une tradition, on ne la retrouve pas, cette longue tradition du droit à l'avortement. Cependant, il est important de dire que ces juges-là qui vont évoquer la notion d'histoire pour dire que dès lors que cette histoire n'existe pas, donc on ne devrait pas autoriser ce droit, n'utilisent pas l'histoire quand il s'agit de déterminer que les entreprises multinationales devraient être considérées comme des individus de plein droit et donc devraient avoir droit à la liberté d'expression, d'être exclus d'un certain nombre de choses, puisque, selon eux, ce sont des individus. Les entreprises multinationales n'existaient pas au moment de la rédaction de la Constitution. Donc le recours à l'histoire est vraiment au cas par cas et selon bien sûr l'idéologie de ces personnes-là, qui sont pour la plupart, contrairement à la population américaine, des catholiques très conservateurs et qui sont aussi inculqués dans des associations, dans des groupes qui entraînent à ce type d'entraînement, à ce type de raisonnement, si vous voulez. Alors, pour revenir à la question de la right to privacy, c'est aussi une invention de la Cour suprême, parce que la Cour suprême, dans l'histoire, s'est permise d'inventer tout un tas de droits. Et au milieu du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, et là précisément dans les années 60, la Cour suprême a décidé que ce droit existait au vu d'une interprétation des parties du 14e amendement qui parle de garanties fondamentales au vu de la liberté, dont la liberté à la vie privée. En fait, Roe versus Wade est la suite logique d'une décision préalable de 65, Griswold versus Connecticut, qui portait sur le droit d'accès à la contraception pour les couples mariés. Les couples mariés ne pouvaient pas se procurer de la contraception de manière légale, bien sûr, ils le faisaient, mais juste sur le marché noir. La Cour suprême a dit, non, les couples devraient avoir droit à cette intimité chez eux et donc de se procurer légalement de la contraception. Et de fil en aiguille, la Cour, avec cette composition qui était plutôt progressiste pour l'époque, a vu d'autres. Et la Constitution, selon son interprétation,
peut être un instrument très important pour l'octroi de beaucoup d'autres droits, comme le mariage entre couples de même sexe, comme aussi la sodomie. Il faut attendre 2003 pour que la Cour suprême décide que les États n'ont pas le droit d'interdire la sodomie telle qu'elle est définie. Ça veut dire beaucoup de choses selon les États. Et c'est aussi grâce à cette série d'interprétations de right to privacy. Donc la décision qui a fuité vise à mettre un coup d'arrêt à cette possibilité de raisonner en ayant recours avec une logique progressiste, avec le 14e amendement, et de dire, ben non, on arrête de réfléchir comme ça, on regarde que le texte, ce qui n'est pas dans le texte, il faut qu'il soit dans l'histoire. S'il n'est pas dans l'histoire, ce n'est pas... Enfin, les États peuvent très bien l'interdire. Bon, d'autres États peuvent très bien l'autoriser. Non, c'est très clair. C'est très clair. On est quand même frappé, effectivement, et ça, frappé du point de vue de la France et de l'Europe, qu'effectivement la Cour suprême ait besoin d'avoir recours à l'histoire, parce que qu'elle ait besoin de recourir à la jurisprudence, encore, on peut l'admettre, mais finalement la Cour suprême, dans notre conception européenne, c'est celle qui décide justement de ce qu'est la loi suprême, au-delà des tribunaux, au-delà des décisions politiques et tout ça. Donc apparemment, là, il y a recours à des arguments qui la destituent même, on pourrait dire, de sa véritable fonction. Je pense que la Constitution des États-Unis est courte, en fait. Hein. Elle est pas très détaillée. Donc, la Cour suprême a, au fil de l'histoire, pris une importance extrêmement importante sur différents sujets pour différentes raisons. Mais du coup, elle est condamnée aussi à interpréter la Constitution, comme le disait Michael. Et donc... il y a plusieurs conceptions aussi de l'interprétation de cette constitution. Alito dirait qu'il est originaliste, hein, donc il s'interroge sur l'intention des personnes qui ont écrit la constitution. Ce qui pose différents problèmes, on a bien compris, mais voilà, les personnes qui ont écrit la constitution étaient, par exemple, en très grande partie, des esclavagistes. Hein, donc si on commence à s'interroger sur leurs intentions, on est... voilà, d'autant plus que, comme l'a dit Michael aussi, cette lecture originaliste, elle ne concerne pas toutes les questions, hein, bien évidemment. Donc on a cette vision, en tout cas cette espèce de légitimation en fait, d'une interprétation conservatrice en fait, hein, de la Constitution. Et puis d'autres qui considèrent, ce qui semble une évidence, hein, que la Constitution est un document vivant qui doit évoluer et dont l'interprétation évolue. Mais l'interprétation, effectivement, elle est extrêmement tributaire de la composition et des affiliations politiques et de l'idéologie idéologique des membres de la Cour suprême. C'est ça qui nous frappe. Bien sûr. Et du coup, l'histoire est régulièrement convoquée, ce qui explique aussi que quand il y a examen de différents cas ou différentes affaires qui vont amener à des arrêts de la Cour suprême, il y a beaucoup de parties différentes hein, qui peuvent déposer des mémos et dont notamment on a demandé beaucoup aux historiens, spécialistes de l'histoire par exemple du mariage, dans le cas du mariage pour tous ou d'autres cas. Là, il y a effectivement un mémo qui a été déposé par des historiens du droit aussi pour démonter en fait a priori le raisonnement juridique en tous les cas de l'État du Mississippi, puisque c'est une loi de l'État du Mississippi qui est en cause ici. Donc les historiens sont régulièrement même, la profession hein, des historiens et des historiennes, des sociologues, des chercheurs et chercheuses sont très souvent convoqués et les arguments de l'histoire, comme on l'a dit, sont également convoqués pour essayer d'aboutir, de légitimer en fait une décision qui est clairement politique, hein, puisque la Constitution laisse beaucoup de marge d'interprétation. Il y a aussi, sur le point de l'expertise, il y a l'intervention des médecins. Et alors, il y a, par exemple, un mémo qui prétend dire que la très grosse majorité des médecins est d'accord pour dire que la vie commence à la fécondation, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais on va mener des études
des études pour le dire et de le déposer. Donc c'est sûr que le recours à l'expertise, elle est très importante. J'avais envie de rebondir sur la question du rôle de la Cour suprême et cette interprétation idéologique. Le propre de la Cour suprême, c'est qu'il s'agit d'une institution totalement antidémocratique. Parce que... Au départ, elle est censée l'être. C'est censé être 9 sages qui sont nommés à vie et qui sont donc libres de toute pression politique. Oui, mais tout dépend de la définition de la démocratie. Non, mais dans l'idée, au départ. Dans l'idée. Alors, au départ, en fait, la Cour suprême n'existe pas en tant que telle, tout à fait. Enfin, bon, ça, c'est vraiment un détail historique, hein, mais la structure fédérale a été établie après par le Congrès. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont nommés à vie, mais surtout, ils ne représentent finalement qu'eux-mêmes à la fin, puisqu'ils sont nommés par le président et ensuite confirmés par le Sénat, qui lui-même n'est absolument pas démocratique, puisque chaque État, indépendamment de sa population, a droit à 2 sénateurs. Ce qui veut dire que, bon, la Californie en a 2, alors qu'il y a 3 personnes qui habitent au Wyoming. J'exagère, hein, mais ils ont aussi droit à 2 sénateurs. Ce qui veut dire aussi que ce processus de confirmation arrive à envoyer à la Cour suprême une personne qui ne représente in fine pas beaucoup de monde. Il faut le rappeler quand même que le droit à l'avortement, en toutes circonstances, donc la notion que toute personne enceinte devrait avoir droit à l'avortement a l'approbation de 61% de la population américaine. Donc on a l'idée que l'avortement est extrêmement clivant et qu'une majorité d'Américaines seraient contre, alors qu'en réalité c'est le contraire. Cependant, l'avantage d'aller à la Cour suprême, au-delà d'être une institution antidémocratique, permet de faire semblant d'une interprétation neutre et dépolitisée, alors que ce n'est pas le cas, et de se cacher derrière ce qui semble être des règles d'interprétation neutre. Donc l'originalisme, c'est bon, quelle était soit l'intention des rédacteurs de la Constitution, ou alors quel était le sens de ces mots-là au moment où ça a été construit. Si on dit c'est comme ça, je fais seulement chercher la définition dans le dictionnaire de l'époque et de l'appliquer au contexte actuel, on dit ce n'est pas politique, c'est juste une interprétation de ce qui existe. Ça permet aussi de dire qu'il s'agit d'un processus dépolitisé. Et de faire semblant de ne pas faire de la politique, de faire que de l'interprétation. Contrairement au Sénat et à l'Assemblée qui sont là où on devrait débattre. Alors vous venez un peu de le dire, mais est-ce que vous êtes pessimiste finalement sur cette évolution des choses et qu'est-ce qu'il en est de l'état de la démocratie américaine? C'est vrai que ça nous interroge. Évidemment, les Européens sont très sensibles à ça puisqu'ils utilisent beaucoup des arguments sur la liberté aux États-Unis et sur comment elle est défendue et comment c'est un État démocratique. Alors sur le droit à l'avortement, précisément... je crois qu'on est pessimiste depuis très longtemps, en fait, puisque ça a des bonnes surprises, mais en fait, la réalité, c'est que de toute façon, que Roe... l'arrêt n'est pas encore remis complètement en cause, on attendra la décision, mais la décision finale, mais la réalité, c'est que avoir accès à l'avortement aux États-Unis, c'est depuis longtemps très difficile, et surtout... l'accès est très inégal selon le lieu où on habite, justement, en vertu de ces différentes lois, en vertu de l'ouverture de lieux où on peut avoir recours à un avortement, généralement ça s'appelle des abortion clinics, et donc il y a des États où il y a un seul endroit où une femme peut avoir un... Et dans le Kentucky, je crois qu'il y en a presque 0. En tous les cas, il y a 6 États, je crois, où il y a une seule clinique. On peut voir aussi... le fait que les États aux États-Unis, certains sont aussi grands que la France, donc vous comprenez bien le problème. Donc l'accès à l'avortement, ça fait bien longtemps qu'il est réduit, aussi le remboursement étant très aléatoire. Voilà, donc quoi qu'il arrive, plus tous ces obstacles que Michael a mentionnés au regard de l'évolution de toute façon des décisions des arrêts de la Cour suprême, il est de toute façon depuis très longtemps compliqué, voire parfois impossible. Ce qui veut dire que de toute façon, sur le droit à l'avortement, on est dans une situation très inéquitable. Il y aura bien sûr des États qui déjà, je crois qu'il y a 22 États qui ont déjà prévu, c'est prêt. C'est prêt, De toute façon, à partir du moment où Roe va être remise en cause, les lois sont prêtes. À partir de minuit. Et de minuit. Donc effectivement, donc ça, sur le droit à l'avortement, c'est clair. Sur la question plus générale de la démocratie aux États-Unis, je crois qu'on peut être pessimiste aussi depuis assez longtemps, mais aujourd'hui,
c'est une évidence. Hein. On peut parler du droit de vote, on peut parler, tu as parlé du Sénat, qui est fortement... ces institutions fortement non représentatives, hein. Enfin, clairement, la Cour suprême qui a un pouvoir extraordinaire qui ne représente... qui est aussi le fruit de hasard, hein, puisque quand il y a un juge à la Cour suprême décède ou décide de partir à la retraite, ça dépend aussi... il y a des présidents qui est président, qui a la majorité. Donc Trump a bien rempli son rôle. Bon. Il a eu la chance. Mais il va falloir qu'on en parle une autre fois. Voilà. Hein, parce que vraiment, par ce vaste débat, merci. On vous remercie beaucoup. Oui. On n'a pas parlé effectivement de ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire la surmortalité féminine par rapport à ce que nous connaissons ici. Et la mortalité infantile 4 fois supérieure aux États-Unis apparemment dans les chiffres que j'ai. Donc c'est vraiment ça rend effectivement pas très optimiste. Et donc on vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur ces questions que nous connaissons mal. Voilà. Et nous allons devoir passer à la rubrique suivante. Mais ça n'est qu'un au revoir. Voilà. Avec Actualité, avec François Delplat, auteur de Martin Bormann, homme de confiance d'Hitler. Merci beaucoup. Bonjour François Delplat, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, vous êtes agrégé d'histoire et docteur, et vous venez de faire paraître une biographie consacrée à Martin Bormann, l'homme de confiance d'Hitler aux éditions du Nouveau Monde. Et donc dans cet ouvrage, vous mettez en évidence une sorte de, il me semble, une sorte de mythe Bormann, celui d'un homme quasiment inconnu, presque absent des photos officielles à l'époque de l'Allemagne nazie, qui fait une ascension spectaculaire puisqu'il termine, comme le titre de votre livre l'indique, homme confiance d'Hitler, une sorte d'homme de l'ombre, mauvais génie, dites-vous, qu'on a chargé de tous les péchés. Et donc je me demandais si vous pouviez nous dire en 2 mots quel homme Bormann, quel est l'homme Bormann que vous avez trouvé derrière le mythe? Est-ce un homme banal, un nazi ordinaire? Alors, c'est pas un intellectuel, c'est pas un penseur du nazisme, et il n'y prétend pas. C'est un garçon assez modeste, et je dirais, justement, pour renverser complètement son image de mauvais génie, d'homme de l'ombre, d'éminence grise, qu'il joue collectif. Je trouve qu'on a énormément exagéré les bisbilles entre les dirigeants nazis. Si elles sont ce que disent beaucoup de livres, on ne comprend absolument pas les succès de ce régime. Mais c'est vrai qu'il y avait des rivalités. Et au sein de ces rivalités, Bormann jouait le go-between, l'arrangeur, le diplomate. Et ça, c'est complètement inconnu, parce que justement, on l'a chargé de tous les maux, notamment au procès de Nuremberg, où il est accusé en son absence et jugé par contumace. Et ce procès de Nuremberg a cette énorme qualité, pas toujours reconnu, que les accusés se chargent les uns les autres et chargent les morts et les absents, c'est-à-dire Hitler, c'est-à-dire Himmler, c'est-à-dire Goebbels et c'est-à-dire Bormann. Donc, Bormann joue un rôle, joue une fonction au sein de ce procès qui est le bouc émissaire, le méchant, le mauvais, et les historiens ont suivi, et ma biographie est la première d'un historien. Il n'y avait même pas un article avant, il y avait 7 livres de journalistes. C'est ce que vous dites. Consciencieux, pour la plupart, mais de journalistes. C'est-à-dire de gens qui ne sont pas tenus, comme un historien, de tout lire et de prendre la mesure entière d'un sujet. Ils prenaient des petits bouts, des bribes, et ils brodaient. Et donc, ils n'ont pas du tout, aucun des 7 n'a réussi à s'affranchir de la vision de Bormann qui était donnée au procès de Nuremberg.
Et pourtant, ils se chargeaient les uns les autres, vous dites, ils ne savaient pas qu'il était mort, lui. Non. Il ne savait pas, il pensait qu'il avait disparu, on ne sait pas à ce moment-là. Je pense qu'il devait s'en douter fortement. Oui. Hein. Bormann est mort de la manière la plus banale, en avalant sa capsule de cyanure, alors que les troupes soviétiques s'apprêtaient à lui mettre la main au collet, exactement comme Hitler, un peu comme Himmler, tout à fait comme Goebbels. Voilà. Enfin, quand même, pendant des années, on ne savait pas où il était, on a imaginé les choses les plus incroyables. Ça aussi, c'est partie du mythe. Enfin, c'est ça, c'est le Il mythe. y a une vie posthume de Bormann extrêmement agitée. Voilà. On l'a vu dans plein d'endroits. Dans les divers endroits où les nazis avaient réellement fui, c'est-à-dire le Moyen-Orient, l'Amérique latine et aussi, ce qu'on ignore, les États-Unis. On l'a cherché et on l'a même trouvé partout. Et donc c'était faux. Et il était mort banalement. Et j'éclaire notamment sa mort par un témoignage extrêmement intéressant qui est celui de Hans Bauer, le pilote d'Hitler, qui devient le pilote de Bormann dans les ruines de Berlin pour essayer de trouver une issue. Et qui lui-même est très sérieusement blessé par une balle soviétique avant c'est comme ça qu'il quitte Bormann, quelques heures sans doute avant la capsule de cyanure, mais il raconte, pas dans son livre qu'il écrit au lendemain de sa captivité en URSS en 1956, il est relâché comme tout le monde en 1955, tous ceux qui ont survécu, mais il fait une conférence devant d'anciens nazis au début des années 60, et où là il raconte par le menu la fuite de Bormann. Bormann est lamentable, il est comme un canard sans tête. Sans son Führer, il est complètement perdu. À un moment, Bor va chercher une issue et s'absente 1 heure, et Bormann, quand il revient, lui dit « Ne m'abandonnez plus comme ça !» Voilà ce qu'est Bormann. Et donc, le contraire d'un arriviste, le contraire d'un intrigant, mais un idolâtre de son Führer. Voilà, mais vous n'en faites pas un lâche pourtant. Absolument pas, non, voilà. non, le fait d'être idolâtre du Führer, de vouer sa vie à ce génie, à ce prophète, ça lui donne du courage. Vous n'êtes pas lâche dans ces cas-là, vous êtes un apôtre. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait fait seulement 1 an de prison pour avoir assassiné un communiste au début de sa carrière, si je puis dire, que sa vie commence comme ça, vous notez, est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans cet attachement qu'il a à Hitler ? Ça se passe en 1923 dans le contexte de l'occupation française de la Ruhr. Il y a un patriote allemand qui résiste, qui fait de la résistance à l'occupation française, qui s'appelle Schlagetter, qui est fusillé, et Bormann fait partie d'un groupe franc. Donc ce sont des nostalgiques, des combats postérieurs à la Première Guerre mondiale, notamment en Europe de l'Est, aux confins polonais. Donc il y avait tous ces corps francs qui essayaient de continuer la guerre comme ils pouvaient du côté Est, contre les Polonais, contre les Soviétiques. Et donc Bormann, lui, n'avait pas du tout participé à ça, mais ensuite, au début des années 20, il s'intègre à des nostalgiques, à des anciens de ce corps franc, et il se trouve qu'il y a donc cet instituteur dont l'appartenance au mouvement communiste n'est pas évidente, encore moins évident le fait qu'il ait donné aux Français Schlagetter. Tout ça, ce sont des bruits. Il semble qu'il y ait plutôt des affaires d'argent entre lui et les autres, et dans le cadre d'une beuverie, ça tourne très mal, et il est assassiné, et Bormann n'est pas sur les lieux, mais
passe plus ou moins pour le chef de la bande, et donc c'est à ce titre que... alors il y a une autre vedette dans le groupe, c'est Rudolf Höss, le futur dirigeant, commandant du camp d'Auschwitz, qui lui se prend 10 ans de prison, et Bormann, donc pour complicité, prend 1 an de prison. Je pense que c'est assez indépendant de son adhésion future au nazisme. Il n'est pas du tout nazi, il ne connaît pas du tout Hitler à ce moment-là. Ça lui vient en 1927, c'est quand même plus tard, et d'ailleurs il va en profiter pour se donner une aura d'ancien combattant du nazisme. Oui, en étant, c'est assez courant d'ailleurs, voilà, l'ordre du sang. Le palmarès des nazis, même des hommes à responsabilité à l'intérieur de ce parti, d'être un ancien criminel ou un ancien délinquant. Alors ce qui est étonnant dans votre biographie, c'est que finalement on voit que c'est moins un homme l'éminence grise, comme on a tendance à penser du numéro 2. Il y a tout un mythe, un fantasme autour du numéro 2 d'un pouvoir, que ce soit Raspoutine que vous citez, on en fait souvent des éminences grises, et là on voit que c'est quelqu'un d'éminemment servile. Et aussi, vous avez évoqué tout à l'heure pour le procès de Nuremberg, le fait qu'on en a fait un méchant. Mais finalement, j'ai été sensible dans votre livre au fait que il y a un trait qui passe comme ça très rapidement, mais il était extrêmement servile et très rigoureux des protocoles, et par contre, il était extrêmement mauvais et méchant, pour le coup, on peut dire, avec ses subordonnés. Ça, vous le notez, oui. Il m'a semblé. Bah, c'est ce que dit tout le monde, moi j'y étais pas, hein, mais vraiment tous les témoignages sont dans ce sens. Il est extrêmement cassant avec les inférieurs, il est extrêmement obséquieux avec les supérieurs, et avec les égaux, il est plutôt diplomate. Ce qui est particulier dans votre lecture, finalement, et j'ai l'impression dans votre œuvre, c'est effectivement l'éclairage que vous mettez sur les personnages de cette histoire. Parce qu'effectivement, une tendance du XXe siècle, quand même, est de donner l'importance aux structures, le marxisme a beaucoup fait ça, effectivement. Et donc, vous mettez, l'accent sur ces personnages, en leur donnant, d'ailleurs, et je trouve ça vraiment très intéressant de ce point de vue, en leur donnant la force de leur décision, et après tout en les restituant dans le rôle qu'ils ont eu, parce qu'effectivement dire que Hitler est un paranoïaque et que Bormann est un imbécile ne règle pas le problème, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont animé un mouvement meurtrier dont nous subissons encore les conséquences en Europe, et donc effectivement j'étais très frappé par ça. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est quelque chose que vous avez décidé ou qui s'est imposé à vous, finalement, au long de votre... C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Je serais plutôt partisan d'une histoire des structures, et là, je trouve qu'il y a une exception radicale qui s'appelle Adolf Hitler. Et qui, disons, c'est un fou intelligent, extrêmement fou et extrêmement intelligent. Évidemment, on est frappé par les concordances entre ce que vous dites et puis ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre la Russie, l'Ukraine, l'Europe, etc. Où aussi on a des personnages comme ça qui effectivement jouent un rôle historique. Moi, je ne veux pas utiliser trop les catégories nosographiques parce que je pense qu'elles ne sont pas utiles forcément dans ces conflits, mais en tout cas, on a la puissance de personnages comme ça, comme ceux que vous... Ça fait quelques années que je réfléchis et que je m'exprime, notamment dans les réseaux sociaux, sur cette question. Et je dis qu'effectivement, notre époque ressemble aux années 1930, mais qu'il y a une énorme différence, c'est qu'il n'y a pas Hitler. On le cherche vainement. Que ce soit Trump, que ce soit Poutine ou d'autres roitelets de moindre importance. Non, ce sont des gens infiniment prévisible, même si, par exemple, peu de gens pensaient que Poutine oserait attaquer l'Ukraine comme il le fait, mais il
il est prévisible. C'est à la fois étonnant et pas étonnant. Tandis que Hitler passe son temps à brouiller les pistes et il réalise des surprises qui en sont, y compris quand il a dit ce qu'il allait faire. Entre-temps, il a dit « mais non, ne croyez pas du tout ça », et finalement il le fait. Donc c'est tout à fait différent d'un Poutine, par exemple. C'est ça. On a l'impression en même temps que, ce qu'on voit dans la politique française, que la barrière morale qu'avait instituée Nuremberg est un peu progressivement entamée, et que l'idéologie qui avait été contenue comme ça, de temps en temps, elle passe. Oui, je ne pense pas qu'il y ait... D'abord que Nuremberg a résolu tous les problèmes. Derrière, il y a quand même la guerre froide. Les deux grands, le Conseil de sécurité de l'ONU avec 5 membres permanents qui ont un droit de veto, c'est-à-dire le droit d'écraser leur arrière-cour comme ils veulent. C'est aussi bien le cas de la France en Algérie, par exemple. Donc, la leçon de Nuremberg, immédiatement, a été piétinée. C'est d'ailleurs ce que disait le procureur Jackson, le grand artisan américain du procès de Nuremberg, qui est pas du tout une personnalité de second ordre, ni juridiquement, ni politiquement. Et il dit dans son discours inaugural de procureur général du procès de Nuremberg, nous allons devoir respecter ce que ces assises vont enseigner au monde. Et nous serons jugés là-dessus. Bon, c'était prophétique. Alors, notre émission touche à sa fin. Malheureusement, il me reste à vous remercier beaucoup, François Delplat, d'être venu nous parler justement de vos recherches et de l'apparition de votre dernier livre. Merci Déborah, merci Jean-Daniel. Et nous nous retrouvons pour Studio Lacan la semaine prochaine à 18h30. J'ai le temps de vous remercier aussi et de souhaiter qu'il puisse y avoir un prolongement, par exemple, sur Le Patron de Martine Bormann.